On était frappé donc par les parents, principalement par les pères. C'était le cas de quasiment tous les enfants que je connaissais, mais on était aussi frappé par les grands-parents, on était frappé par les profs à l'école, enfin les instituts. On a toutes et tous entendu parler de charge mentale, ce bruit de fond permanent. Pensez à la cantine, aux vaccins, aux vêtements trop petits, au planning de la semaine. Et souvent, sans même s'en rendre compte, ça finit par grignoter le couple. Mais aujourd'hui, on va se poser une autre question. Et les pères dans tout ça. C'est vrai que dans cette saison de Wikasa, on parle beaucoup des mères. Alors je suis contente de recevoir un père, et alors un père qui a des choses à nous apprendre. Comment être père quand on ne veut pas reproduire l'autorité, la domination, les silences émotionnels. Comment sortir du patriarcat sans en faire un slogan Instagram, et surtout comment incarner autre chose au quotidien. Bienvenue dans la MIF, le podcast qui explore la famille sous toutes ses coutures. Je suis Pauline Borgia et avec Wikasa, on a eu envie de vous la faire découvrir autrement. Wikasa, c'est la plateforme qui permet de soulager votre charge mentale grâce à des services de ménage, de beauté ou de massage. On l'oublie trop qu'il y a ça sur Wikasa. Parce que parfois, déléguer, ça sauve du temps, et même un couple, et même une famille, enfin déjà un humain. Un humain s'en sort un peu mieux. Aujourd'hui, je reçois Cédric Rostin, créateur du podcast Papatriarcat, papa de 2 enfants, ancien cadre en entreprise, devenu accompagnant, conférencier et un des podcasteurs les plus cool de notre génération. Cédric, comment ça va ? Écoute, après une intro pareille, ça va super bien, merci. Alors, je t'avoue que quand j'ai dit qu'on te recevait dans le podcast, tout le monde m'a dit « Ah, mais moi je l'aime trop, mais il est super !» Et autant les mecs que les meufs. Je suis honoré, merci. Tu sais, dans les podcasts, généralement, il y a plus des podcasts de meufs, des podcasts de mecs, voilà. Ou alors des podcasts de niche. Et toi, t'es aimé quand même par la communauté plus des parents, je pense. J'espère. Ouais, voilà. Mais il y a aussi des personnes sans enfants, hein. Enfin, oui, parce aussi, que tu as des sujets hyper divers. Des éducateurs, éducatrices aussi, pas mal. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas ? Bien sûr. Alors moi, mon parcours, alors, si on part juste professionnel, non, écoute, moi j'ai commencé, j'avais validé un DUG de droit à l'époque, il y avait des DUG à l'époque, tu sais. Ouais, bien sûr, mais j'ai cet âge où je connais... Puis j'ai tout plaqué pour bosser chez McDo en fait, voilà. Parce j'ai commencé que c'est un kiff quand même chez McDo parce que c'était cool, j'ai passé 11 ans quand même. Ah ouais ? Ouais, et en même temps j'étais arbitre national de handball de haut niveau. Donc en fait je m'y retrouvais très bien et je suis aussi dans l'associatif, etc. Ensuite j'ai quitté tout ça pour monter un premier projet d'entreprise qui malheureusement n'a pas vu le jour. Et ensuite j'ai travaillé dans des petites entreprises, voilà, enfin dans d'autres boîtes. Et après j'ai fini chez la Fnac, donc Fnac Darty maintenant, où je me suis éclaté pendant un petit peu plus de 5 ans et c'était vraiment chouette. Et j'ai tout quitté en 2020 parce que malheureusement fallait avoir une certaine mobilité, que moi je voulais, entre-temps ma fille était née, et que je voulais rester près de ma femme et de ma fille, donc j'ai quitté mon emploi de cadre. Et normalement, les gens ne partent jamais de la Fnac. On est d'accord ou pas ? Ouais, mais c'est une bonne boîte. Franchement, c'est une bonne boîte. Ouais, c'est une bonne boîte. Et moi, j'ai fait un podcast avec la Fnac. Ouais. Et vraiment, tous les collaborateurs Fnac que j'ai rencontrés, c'était depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et tu te dis, mais c'est incroyable, ils sont rentrés en stage, ils sont jamais partis. C'est ça, même ceux qui se plaignent, ils restent parce que c'est une bonne boîte quand même. Ouais. Donc tu es parti pour élever tes enfants. Ouais, et un choix que personne n'a compris. En plus, tu sais, nous on a fait de l'instruction en famille et tout, donc on était déjà en 2018 à la naissance de notre fille, quand les gens ont vu qu'on faisait de l'allaitement, parce que Sarah a été allaitée 4 ans, de l'allaitement, du cododo, beaucoup de portage, tu vois. On a fait de l'hygiène naturelle infantile aussi, enfin voilà, beaucoup de choses. Déjà, on était l'hygiène naturelle infantile. Ouais, plus de couches. Ouais. Et ça, c'était trop bien. À 12 mois, plus de couches. On a retiré les couches et à 14 mois, elle était continente. Incroyable ça. C'était fou. C'était vraiment fou. Juste pour que, pareil, les gens qui connaissent pas ta famille, est-ce que tu peux nous poser un peu le cadre, qui est ta compagne, ce qu'elle fait dans la vie ? J'ai eu 2 merveilleux enfants et on va s'arrêter là, avec une femme formidable qui s'appelle Noëlla, qui est chirurgienne dentiste. Et donc on a eu Sarah en 2018 et Lucas en 2024. Ta femme, on en a parlé, gagne plus que toi. Oui, ma femme gagne plus que moi. Je peux donner le rapport. On en a parlé d'ailleurs dans le podcast Histoire d'argent de Fabrice Florent, on a fait un épisode en couple. Ma femme gagnait, alors quand j'étais à la Fnac, elle gagnait déjà à peu près 2 fois et demi
plus que moi. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui a choqué plein de gens. Mais même, tu vois, quand je travaillais en entreprise, il y a des gens qui disaient, mais attends, mais comment tu le vis est-ce que tu te sens toujours bien toujours un mec, tu vois? Oui, enfin, c'était pas un sujet, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que ça a choqué plein de gens. Surtout qu'en plus, on est vraiment passé, nous, donc ça fait 21 ans qu'on est ensemble, en 2026, on est passé du moment où, quand on s'est mis ensemble, elle était étudiante, moi je travaillais du coup, donc comme je te disais, chez McDo, donc et en tant qu'arbitre de handball, et elle était étudiante, donc il y avait mon salaire, et puis tout à coup, en fait, vraiment, presque du jour au lendemain, le rapport s'est totalement basculé. Quoi. Oui. Surtout qu'en plus, elle, quand elle s'est lancée, quand elle a ouvert son cabinet, c'était ma première période de chômage, tu vois. Donc, il y a vraiment ce contraste où en plus, tu vois, première période de chômage que j'avais pas super bien vécu parce que j'étais là, je travaille pas et tout, c'était pas ouf. Toi avec toi-même, en fait. Voilà, tu vois, c'était même au-delà de l'argent. Et elle qui créait son truc et qui gagnait beaucoup plus. Et c'était intéressant, et tu vois, le temps avance. Il y a des années qui sont plus difficiles aussi parce que en étant indépendante, pour les personnes qui nous écoutent, faire un enfant par exemple, c'est un vrai coût pour une personne qui est indépendant ou indépendante. Parce que tu ne gagnes pas d'argent quand non, tu ne gagnes pas d'argent, et donc quand tu es notamment chirurgien dentiste, il faut mettre quelques dizaines de milliers d'euros de côté. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit, donc il y a des années qui sont plus difficiles. Et là, il se trouve que maintenant, là, en 2026, le rapport commence à un petit peu s'équilibrer. Donc tu vois, on est encore dans une autre phase de notre vie de couple et de l'argent, où voilà, C'est un sujet entre vous? C'est un sujet technico-technique, si tu veux, pratique. Voilà. Genre combien on a, de quoi on a besoin. Ouais. Il n'y a pas de... Mais ça n'a jamais été un reproche de l'un ou de l'autre? Non. Il y a eu... moi, j'ai déjà eu des craintes, perso. C'est là où, tu vois, l'effet du patriarcat, malgré l'amour, malgré du travail des années, de toi, ouais, du travail sur moi. Mais moi, je me suis offert un coaching sur ma relation à l'argent pour casser les mythes que je pouvais avoir et justement aller creuser ça. Parce que tu as aussi ce côté où, tu vois, l'argent, ça peut aussi, notamment pour un homme, je pense, tu peux aussi te dire, en fait, peut-être qu'un jour, elle va se barrer juste pour un mec qui a plus d'argent parce que c'est plus facile aussi c'est même pas le côté vénal, si tu veux, qui pourrait être ce côté tranquillité, que les masculinistes adorent mettre en avant, c'est plutôt le côté tranquillité en fait. Parce que moi, du coup, je l'ai vécu, cette tranquillité. De me dire, écoute, si demain je me vautre, d'ailleurs, la première fois que j'ai quitté mon emploi, c'est parce qu'elle avait fait des remplacements, parce qu'elle ouvrait son cabinet, qu'on savait combien elle avait gagné et tout, tu vois. Et qu'elle générait bien plus d'argent, et que du coup, j'avais ce confort de pouvoir me dire, moi, je peux tenter des trucs. Oui, donc tu t'es, entre guillemets, un peu sacrifié, mais bon, ça te gênait pas, parce que c'était un deal que vous aviez passé, mais... En même temps, c'est un confort aussi. Ouais. Te dire que si jamais toi tu merdes, il y a l'autre qui est derrière et qui peut assurer financièrement, c'est quand même un sacré confort. Moi, c'est vrai que ça a été un vrai... encore une fois, une nouvelle réalisation pour moi que le patriarcat n'était absolument pas mort. Lorsque j'ai monté ma boîte, que j'ai des gens qui bossaient pour moi, que j'ai... Je peux le dire maintenant parce que ça le fait marrer, mais que j'ai pas voulu m'associer avec mon mec. Mais y arriver. Ouais, mais parce que je me disais, j'aime tellement le retrouver le soir et qu'on se raconte nos journées que voilà. Et finalement, les gens me disaient, mais le pauvre Valentin, c'est pas trop dur pour lui. Alors je me tapais des journées de dingue, voilà, c'est un choix que j'ai fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, il hallucinait, il disait, bah non, du coup, moi, c'est moins dur puisqu'elle travaille beaucoup. Et elle est vraiment fatiguée, elle râle pas. Donc, chose que, à l'inverse, quand moi, j'ai fait une pause pour refaire notre fils, personne ne m'a posé la question, bizarrement. Ouais. Alors qu'un bébé en bas âge, quand même, on sait que ça peut être très dur à gérer. Je dois vous avouer un truc. Même si j'aime du plus profond de mon cœur ma famille, le ménage gâche un peu notre quotidien. Du coup, quand je peux déléguer, je fais sans aucune honte appel à Wikasa. Sur Wikasa, tu peux réserver du ménage, mais aussi de la beauté et des massages avec des pros hyper qualifiés qui feront sûrement mieux le ménage que toi et moi. Et bizarrement, quand la maison est clean, tout va mieux. Justement, toi, quand ta fille était petite, toute petite, c'est toi qui étais beaucoup plus présent. Alors, ce qui s'est passé pour l'arrivée de Sarah, c'est que donc elle est née en juillet. Donc j'étais à la Fnac, donc cadre à la Fnac de Poitiers, et on avait réussi à goupiller un deal avec mes collègues du comité de direction
et mon directeur et les ressources humaines et tout, c'est que le terme de s'arrêt était prévu au 4 juillet. On avait prévu déjà que 2 semaines avant, je ne sois pas de ce qu'on appelle de permanence, en gros d'astreinte si tu veux sur le magasin. En gros, je pouvais me barrer quand je voulais. Trop bien. Ça, c'était le deal. Ça, c'est hyper sécurisant, je pense, C'était pour ta femme. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, puisque le 28 juin, Noëlla m'a appelé, elle était à l'hôpital. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on n'était pas en très bon terme avec certaines personnes à l'hôpital. On est parti contre avis médical et tout. Enfin voilà, ils mettaient la pression en fait pour déclencher. Et du coup, elle m'a appelé, et en fait, c'était le 28 juin au matin, on venait d'ouvrir le magasin, et j'ai dit à mon collègue, j'avais une voiture du coup à Poitiers, je lui ai dit, je m'en vais, j'ai dit à Noëlla, je suis là dans 2h30, 3h max, et voilà. Et je suis pas revenu. Et ça posait aucun problème en fait. Donc j'ai pu poser du coup mon congé paternité, qui était de 2 semaines à l'époque, collé à mes vacances d'été. Ah ok. Donc du coup j'ai passé tout le mois de juillet, du 28 juin jusqu'à tout le mois de juillet avec donc Sarah est née le 7 avec Noëlla et ça devait être ma merveilleux fille. ce mois-là. C'était trop bien. C'était trop bien. Après dans le deal, parce que il faut être je suis quelqu'un qui arrive, qui essaie d'être dans le compromis, et que les vacances d'été en entreprise, pour ceux qui ont déjà fait de l'entreprise, ça peut être un gros sujet. Je suis retourné travailler 2 semaines, ça a été horrible. Ça a été horrible, et à la fois horrible et à la fois de vivre ça en sachant que c'était juste 2 semaines, ça m'a aidé, tu vois, pour la vraie reprise après. Oui. Quoi. Parce que je suis retourné travailler 2 semaines, et c'est marrant, tu vois, parce que j'avais déjà déconstruit plein de trucs dans ma tête. J'ai cette anecdote en fait où ça m'émeut un peu là d'y repenser, mais en fait, si tu veux, je pars. Non seulement je retourne travailler, mais en plus la première fois je pars 3 jours de nuit. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, ma fille elle avait 1 mois, tu vois. Mais c'est Et dur, je sais pas pourquoi dans ma tête je me disais putain elle va m'en vouloir, elle va me le faire payer. Pourtant tu vois j'avais tout lu, hein. Je savais que c'était pas vrai ce qu'il y avait là, tu vois. Mais la construction sociale sur l'enfant elle est là, tu vois. Et je me disais, et en fait je me rappelle vraiment de ce moment où je rentre je rentre si tu veux, et je la prends dans mes bras, et genre il est 20h30, tu vois, et en fait juste elle me sourit comme s'il y avait rien, tu vois. Et je me rappelle fondre en larmes, tu vois, ça m'aimait encore beaucoup, parce que c'était vraiment cet amour inconditionnel qu'ont les enfants pour nous. Je trouve que c'est fou, tu vois. Ouais. Et moi, c'était la première fois de ma vie, peut-être qu'on reviendra sur mon éducation, mais que je rencontrais ça, tu vois. Et je me rappelle fondre en larmes, et vite aller dans sa chambre, en fait, parce que vraiment, je fondre en larmes, et Noëlla qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui raconte ça, et voilà. Et ça a été vraiment aussi un moment de leçon de vie, tu vois. Et donc ces 2 semaines se font où je travaille, et ensuite je prends 2 mois de congé parental qui était vu avec la direction de la FNAC, même si, petite dédicace à la RH région de l'époque, qui m'avait dit, mais t'imagines Cédric, t'es cadre, quel exemple tu donnes? Et moi, père peut-être. Moi qui lui réponds, c'est justement parce que je sais quel exemple je donne que je vais prendre mon congé parental. Mais par contre ça a donné quelque chose d'hyper intéressant, parce que du coup on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble, et aussi parce que j'ai repris le travail 2 semaines après Noëlla. Donc même si Noëlla a fait une reprise graduée, donc j'étais pas tout seul, mais en fait ce qui avait vraiment intéressant, c'est que déjà j'étais beaucoup présent. J'étais déjà présent dès la maternité, j'ai passé donc à la naissance, bien sûr, j'ai dormi à la maternité, etc. J'ai fait le zombie dans les couloirs avec le petit doigt dans la bouche, etc. On connaît. Et j'ai croisé beaucoup de papas pour cette première fois. La nuit, c'était intéressant. Nous aussi, on était contents. Tu vois. Et du coup, pareil, tu vis beaucoup de moments, et surtout tu passes du temps. Et ces 2 semaines où Noëlla avait repris, et où moi j'étais quand même solo du coup avec l'enfant, c'était vraiment important. C'est pour ça que c'est un point, on y reviendra sûrement, mais que je défends beaucoup de manière militante, que les pères aient du temps seuls avec les enfants, parce que c'est là qu'on devient compétent en fait. C'est là qu'on devient compétent, c'est là aussi où le couple, parce que j'ai jamais dit à Noëlla, passer cette période, en rentrant du taf, même si moi j'étais claqué et tout, j'ai jamais dit, attends, c'est bon, là, parce que tu vois, moi je travaillais le samedi par exemple, je suis jamais rentré un samedi soir en disant, attends, c'est bon, t'as passé la journée avec le gamin, tu me dis que t'es fatigué. Jamais j'ai osé dire ça. Ouais, parce que tu sais. Parce que je l'ai vécu. Parce que tu sais. Parce qu'il faut le vivre. Ouais. Parce qu'à un moment, il faut le vivre. Et voilà, et donc ça, c'est comment est-ce que nous, on est arrivé dans cette parentalité-là. Donc en effet, j'ai eu cette chance-là. Très sincèrement, j'aurais aimé pouvoir prendre plus de congés parental. Je sais qu'il y a peu de personnes, en tout cas peu d'hommes, qui peuvent le prendre aussi. Il y a un vrai sujet social et politique à traiter, à adresser là-dessus. Maintenant, voilà, le coût financier, c'est quand même énorme, quoi.
Parce qu'à l'époque, nous, Ouais. c'était 392 € max par mois. Mais sauf Fallait que... en sortir 1000, quoi. Hmm. Pour le coût financier, c'est-à-dire... Non, mais en fait, tu touchais le congé parental. Tu pouvais toucher 392 € Je max croyais par que mois. tu comparais au fait de ce que tu dois sortir Non, si tu non. veux que ton enfant soit Ah gardé. non, du tout. Vous vouliez pas que votre fille... Bah si, elle a été gardée, elle a été gardée en octobre. Ah oui. Ouais. Moi, j'arrivais pas. Elle a été gardée. Bah ça a été un vrai sujet. Pour moi, c'était le pire moment. On l'a emmené en crèche, il avait 2 mois. Et moi, dans ma tête, il y avait une phrase qui tournait, c'était « je ne peux pas ». Moi, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 stratégies majeures mises en place par ma compagne, qui est une femme brillante, je dis. Vous êtes très amoureux. Hein. Bah oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'années, il y a 2 enfants. Ouais. On sait que ça peut saccager un couple quand même, les années, mais les enfants. quand tu deviens parent, alors que ça fait déjà 13 ans que t'es en couple. Ouais. Vous étiez sûr, hein. Ah oui, là, t'es à peu près sûr. Et puis en plus, tu vois, il y avait des sujets, c'est que, tu vois, moi, je suis devenu papa à 35 ans, mais moi, j'ai eu envie d'être père à partir de mes 28 ans, tu vois. Ouais. Donc il y a eu, tu vois, plein de discussions comme ça qu'il y a eu sur la parentalité, sur le couple. Et en vrai, tu vois, j'ai fait une thérapie à 30 ans aussi. Et en vrai, si j'étais pas devenu père à ce moment-là, je suis très content du père que je suis, sans prétention aucune, je suis content. Mais j'aurais été pas du tout en phase, je pense, avec ce que j'aurais voulu s'il n'y avait pas eu tout ce parcours de vie. Et donc, dans les 2 idées brillantes que Noël a eues, la première étant de me rendre responsable du carnet de santé à la naissance. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi, parce que du coup, tu notes les caca, les machins, les trucs, tu prends tout. Et donc, tu mets les mains dans le cambouis, vraiment. C'est ça le dire. Exactement. et l'autre idée de Jenny qu'elle a eue, c'est de me mettre sur le choix du mode de garde, de la personne qui allait garder. Waouh. Et ça, c'est super important parce que, tu vois, donc j'ai pris mon congé paternité, j'ai pris un congé parental, j'étais présent et tout, et j'étais là, ok, je maîtrise. Mais en fait, le fait de devoir faire passer les entretiens et tout, les personnes, donc les nounous en l'occurrence, en face, elles vont te poser des questions très précises aussi, tu vois. C'est que toi, tu prépares tes listes de questions, et elles aussi. Faut qu'elles aient envie aussi, bien sûr. Exactement. Ouais. Et tu vois, malgré le fait d'être très présent, malgré le fait d'avoir plein de sujets qui étaient juste à ma charge ou quoi, je me rappelle de cet entretien parce que Sarah portait des couches lavables avant la chenille, tu vois. Mais ça, vraiment, respect absolu pour vous. Ouais, alors, attention, alors je dis pour les gens qui nous écoutent, on l'a fait pour la première, on a voulu le tenter pour le deuxième, sauf que là, avec 2, c'est moi d'ailleurs qui ai dit à Noëlla à un moment, on est en train de s'épuiser là, à faire des machines toute la journée, on arrête. Au bout de 2 semaines, je dis stop. Donc voilà, il n'y a pas de super parent ou de quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Mais pour la première, on l'a fait, et c'était rigolo. Moi, elle m'a eu parce qu'en fait, elle m'a sorti des couches lavables, c'était Dragon Ball, Zelda et tout. Donc, j'ai une photo comme ça de Sarah au milieu. Ah oui, mais elle est brillante. Et du coup, en fait, on parle des couches lavables, et donc la personne en face me dit, oui, mais du coup, si je dois les laver, comment ça se passe? Et moi, je dis, non, mais en fait, vous n'aurez pas besoin de les laver, on va vous donner le stock, les sales, vous les mettez dans un truc, enfin dans un sachet, et c'est tout. C'est comme si vous aviez des couches jetables, en fait, tu vois. On voulait pas que ce soit prise de tête non plus pour la nounou. Et en fait, elle me dit, mais si je dois les laver, et en fait, je me suis juste rendu compte que je ne savais pas laver les inserts des couches. Ok. Grâce à ces questions. Bon, c'est rien de dramatique, parce que je l'ai préparé, je l'ai monté, enfin voilà, pour ceux qui ont les couches lavables, on se sait, hein, les inserts, les trucs à faire mal, faut les monter, faut les plier dans un certain sens et tout, enfin voilà, c'est tout un délire. Mais du coup, je me suis rendu compte juste que je savais pas le faire, ce qui en soi est pas grave, mais c'est juste qu'il y avait un point de compétence que je n'avais pas pour m'occuper de mon enfant. Et en fait, le fait d'avoir eu cette démarche de faire passer les entretiens et tout, ça m'a vraiment permis de scanner, est-ce que je suis vraiment compétent sur tous les sujets de la vie de mon enfant ou pas. Donc voilà, et ça c'est un vrai sujet parce que je pense que tu sais, on parle beaucoup de la répartition, de la charge et tout, il y a un énorme sujet clairement totalement inégalitaire. Moi je parle beaucoup de compétences. Pour moi par exemple, il ne m'est pas concevable que je ne sois pas compétent, même si c'est pas moi qui le gère forcément au quotidien, mais que je sache pas faire un des points qui concerne la vie de mon enfant. Pour moi c'est juste inimaginable. Donc toi, toutes les phrases du type je ne sais pas faire et donc le père laisse faire, enfin le père ne le fait pas, ça t'insupporte autant que alors, nous. Ça m'insupporte quand on dit je ne sais pas faire. Alors, moi la question que je pose c'est ok, qu'est-ce que t'attends en fait? Enfin, chez moi on dit sors-toi les doigts du cul, tu vois, mais c'est qu'est-ce que t'attends en fait? Ça va, la réponse est bonne. Moi j'en peux plus de voir. J'ai vu une interview, je suis pas là pour balancer des gens, mais j'ai vu une interview il y a pas longtemps d'un gars assez connu qui disait ouais, mais tu comprends, moi ma femme, je sais que elle gère plein de trucs que moi je fais pas à la maison, c'est une femme géniale et tout, et t'as juste envie de lui dire mais attends mec, mais
t'es en train de dire que tu sais que que tu glandes et que tu laisses ça comme ça, c'est juste pas possible, tu vois. Donc ça c'est un vrai sujet. Donc oui, moi les mecs qui disent je sais pas, apprends en fait, surtout qu'aujourd'hui, enfin désolé de le dire, mais c'est quand même très facile. Moi si je sais pas, je sais pas. Si je sais pas réparer un truc, je vais regarder un tuto YouTube. Il y a des tutos YouTube sur changer les couches, les gars. Donc, non, mais c'est vrai. En plus, il y a des trucs super bien faits. Bien que tu le dises, on mettra un lien dans la description de l'épisode pour que vous regardiez ce tuto. Mais en plus, il y a des trucs super bien faits, tu vois. Donc, faut... Non, et puis alors, peut-être que s'il y a un record à battre de changement de couche. Non, mais pourquoi pas Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, je pense à cette vidéo d'un gars qui s'appelle Ton pote Julien. Sur les réseaux, qui est très connu, où à ses débuts, il y a quelques années, il avait fait une vidéo comme ça où il faisait le gars, tu vois, qui sort de son match alors qu'il vient juste changer la couche et tu vois, il dit ça a commencé, les scratchs t'es pas au top et tout machin, tu vois, il commente ça comme s'il sortait d'un match. Faut que les mecs se disent que nous aussi, la première elle est ratée, la deuxième aussi. Mais bien entendu. Après, en vrai, si tu le fais dès la maternité. Ouais. Voilà. Et puis ça m'est arrivé, même au deuxième, à Lucas, de lui mettre des couches à l'envers. Bon, écoute. Il s'en est sorti. Oui, c'est plutôt vous qui avez un problème derrière. Voilà. Exactement. Derrière et devant, d'ailleurs. C'est ça. On parle justement beaucoup du fait que t'as pris un rôle, mais tu l'as pas pris, genre tu t'es pas dit tiens c'est pour me faire mousser sur les réseaux ou pour faire le malin devant ma famille ou ma belle famille. Tu l'as pris parce que vraiment tu t'es senti possédé par ce rôle-là qui te rend sensible, fou d'amour pour cette petite fille, etc. Est-ce que tu crois que le fait... Parce que ce que je veux dire par là, c'est que souvent quand on fait quelque chose à fond, c'est qu'on a... pas un truc à régler, le terme serait pas exactement ça, mais qu'on a un truc à réparer peut-être aussi. Tu m'as parlé de ton enfance, qui est pas ouf, en termes de... Alors attention, voilà. Je pense qu'il faut toujours... Oui, pas être binaire. Si on s'arrête sur le côté... Il y a des choses dans l'éducation que j'ai reçue que j'ai pas voulu reproduire, notamment la violence. Mais il y a des choses dans l'éducation que j'ai reçues où je remercie énormément mes parents. Sur la valeur travail, par exemple, et surtout sur l'autonomie que j'ai eue, tu vois. Aujourd'hui, l'autonomie, enfin moi, à 6 ans, j'allais à l'école tout seul, chose qui est plus du tout le cas, enfin, pour très peu d'enfants aujourd'hui. Je pouvais jouer dehors autant que je voulais, j'avais beaucoup d'autonomie de déplacement, beaucoup d'autonomie très tôt pour... Donc une liberté, une certaine confiance de leur part. Voilà, exactement. Mais aussi pour la recherche de leur tranquillité, il faut pas se mentir, pour en avoir parlé avec eux, voilà. Mais c'était plutôt comme ça, sur les années 80-90, c'était un petit peu, tant que tu rentres en vie pour manger, ça va, tu vois. Mais moi, c'est vrai que je comprends pas trop ça, parce que moi, j'étais à l'opposé. J'ai eu une mère qui a été battue, et un père qui a eu, pareil, une éducation très complexe. Et donc, eux, ce qu'ils voulaient, ils sont plutôt dans le rôle de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je ne connais pas la violence, je connais l'écoute. Moi, vraiment, je me faisais pas engueuler, on m'écoutait. Pourquoi j'avais fait ça, etc. Ça a pu me saouler. Mais ça, c'est un aspect de l'éducation, tu vois. Je veux dire, oui, c'est un... Moi, sur cet aspect déjà de reconnaissance des émotions et de la violence, posons les mots très concrètement. Moi, quand je faisais une connerie, donc j'ai connu un peu le martinet, la gifle, la fessée... les insultes, les punitions, quelques humiliations. Alors, à la décharge aussi principalement de la part de mon père, mais à la décharge aussi de tout ce petit monde, on était frappés donc par les parents, principalement par les pères. C'était le cas de quasiment tous les enfants que je connaissais, mais on était aussi frappés par les grands-parents, on était frappés par les profs à l'école, enfin les instits, on nous faisait mettre les doigts comme ça, tu vois, et on nous frappait sur les doigts avec une règle. On avait aussi alors je vais pas dire son nom, mais un prof qui avait la particularité de nous attraper par les petits cheveux là et de nous soulever de terre. Et voilà, donc c'est dans l'école de Salbeuf dans les années 80. Et c'était et il y avait pas de problème, tu vois. Ça ne choquait personne. À la cantine, je me rappelle de la cantinière qui m'avait fait isoler parce que d'ailleurs j'ai pas mangé d'épinards à la crème pendant des années à cause de ça. Je voulais pas manger les épinards à la crème vraiment, normal, les épinards à la crème de la cantine, c'est en plus, tu vois. Et du coup elle m'avait isolé, je m'avais forcé à les manger, je les avais vomis et elle attendait que je remange ce que j'avais vomi. Voilà. Mais c'est super grave. Bah oui, c'est grave, mais à l'époque voilà. Et en vrai, si tu veux, je pense que ça, mon père, par exemple, ça l'aurait fait vriller via la cantinière. Mais en fait, comme tu grandis dans un truc où c'est toujours ta faute, l'enfant,
en fait, juste t'en parles pas parce que t'as peur de prendre une couche supplémentaire. Tu leur as pas vois. dit, ouais. Donc, oui, il y a plein de trucs que mon père pourrait découvrir là, tu vois, mais parce qu'en fait, le sujet, c'est que la punition et la violence physique, etc., ça induit un climat de je ne veux pas aggraver le truc, tu vois, en fait, je veux pas en prendre plus. Parce que c'était déjà arrivé, par exemple, que en ayant dit, je sais plus, une insulte, tu vois, quand t'as 4 ans. Je me rappelle, par exemple, de ma grand-mère, j'avais 4 ans à nous garder à l'époque. Je me rappelle vraiment de cette gifle-là, parce que elle me donne un truc, tu vois, et je dis pas merci assez vite. Donc elle me dit merci mon chien. En fait, c'était pour me dire t'as pas dit merci, tu vois. Ouais. Sauf que moi, à 4 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répété, j'ai dit merci mon chien. Elle m'a décoché une gifle. À 4 ans. Ouais, et ça là, je m'en rappelle parce qu'en fait, c'est vraiment. Tu vois, j'avais juste 4 ans, mais ça m'a marqué en me disant j'ai pas compris Bah, normal. pourquoi j'avais pris une gifle. Et en plus, voilà. Et par contre, je me rappelle aussi m'être dit faut pas que j'en parle à mon père, sinon je risque d'en prendre une autre. Bah oui. Et peut-être que, en fait, mon père, il aurait engueulé ma grand-mère, je ne sais pas, tu vois. Mais le rapport qui était installé faisait que je préférais pas. Donc ce rapport-là à la violence, tu veux, quand on a pensé l'éducation, donc on est devenus parents, j'avais 35 ans, j'ai fait une thérapie à 30 ans qui m'a reconnecté à mes émotions. Dis-toi que j'ai pas pleuré de mes 9 ans à mes 31 ans. Mon Dieu. Dans ma vie. Jamais. Je suis pas croyante, mais mon Voilà. Dieu. Tu vois, alors que là, j'ai eu la larme à l'œil en pensant à ma fille tout à l'heure, tu vois. Et que, en venant, j'ai pleuré dans le train devant l'épisode 7 de la saison 8 des Bridgerton. Non, de la saison 4 des Bridgerton. J'ai pas vu encore, tout le monde en parle. J'ai pleuré comme une madeleine dans le train et tout va bien, tu vois. Et donc, ouais, j'ai pas pleuré de mes 9 ans pendant 22 ans de ma vie, quoi. J'ai pas pleuré. Et donc, je me suis reconnecté à ça. Et c'est vrai qu'en parlant avec Noëlla, tu vois, elle a jamais été frappée. Voilà. Elle a connu d'autres choses plus insidieuses, mais c'est sa vie privée, donc je vais pas forcément développer. Mais je me rappelle encore que même en 2016, tu vois, je pouvais dire, moi je voulais pas être un père violent, pas du tout. Et donc je me suis posé, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que en fait, pour moi, un père, si t'étais pas quelqu'un qui était violent ou qui inspirait la peur, je savais pas ce que c'était être un père. Je n'avais aucun exemple de père qui ne soit pas ça, tu vois. Mais vraiment, je n'en connaissais aucun. Ah bon? Ouais, aucun. Tu connaissais pas mon père, alors? Aucun autour de moi. Je connaissais pas ton père. Et voilà. Et c'est vrai que, et tu vois, j'avais ce côté. Mon père, tu vois, il m'avait parlé d'un truc que je trouve hyper important très jeune, où je dis, ah là là, le père de. Je sais pas si t'es pareil, elle a pas sûrement pas envie, mais l'a tapé devant moi. On avait fait une grosse connerie et on s'était pointé le matin, on avait découché quoi, mais très jeune quand même, et on avait fait la fête et on rentre le matin comme des fleurs et on pensait qu'on ne se serait pas attrapé et en fait il lui a pas tapé un peu, il l'a mise par terre et il l'a tapé. Et moi voilà, et mon père me dit ah bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être aller parler à ses parents, il avait peur pour elle. Je trouvais ça cool qu'ils prennent l'ampleur du truc, oui, quoi. Oui. Et en plus, je lui dis, mais pourtant, vous m'avez jamais tapé. Je suis en train de te dire que j'ai fait... Il me dit, j'essaie de comprendre pourquoi vous avez fait ça. C'était dangereux. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que je peux t'expliquer pourquoi c'était dangereux? Et surtout, il m'a dit, je ne toucherai jamais ton corps, en fait, ni pour le bien, ni pour le mal. C'est-à-dire que c'est toi qui viens me faire un câlin. Enfin, donc, j'ai vite compris qu'il avait du respect pour moi. Ah oui. Après, voilà, c'est des choses, tu sais, qui sont vraiment à inscrire dans un système de domination particulier. Par exemple, tu vois, j'ai le souvenir que mes parents, une amie de la famille appelle parce qu'elle venait de se prendre un coup par son mari, et ni une ni deux, les deux sont partis, c'est hors de question qu'on accepte, tu vois. Et donc il y avait un peu cette dichotomie de hors de question qu'on fera plus de femmes, ce qui est totalement juste, mais bon, les enfants, ça va, on peut y aller, quoi. Et donc toi, tu vois, t'assistes à tout ça et à toutes ces incohérences, ces injustices et tout, et donc tu te construis un peu avec ça, et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à même après ce parcours, tu vois, jusqu'en 2016. Je me rappelle qu'on a eu cette discussion avec Noëlla sur alors là c'était pas spécialement son idée, mais on s'était dit que avant de faire un enfant, fallait qu'on parle des vrais sujets. C'est génial, mais si tout le monde fait ça, le monde va 10 fois mieux. Moi, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre Tu vas être papa pour les futurs pères, c'est ce que j'ai appelé le projet parental. C'est pas juste on veut faire un enfant parce qu'on s'aime, c'est ok, on veut faire un enfant, qu'est-ce qu'on fait de l'allaitement, qu'est-ce qu'on fait de l'éducation, qu'est-ce qu'on fait de nous, de nos traumas, qu'est-ce qu'on fait de notre couple, qu'est-ce qu'on fait de nos traumas, etc. C'est vraiment des questions global, à se poser. Ouais, c'est hyper important. Et tu vois, même jusqu'en 2016, je me rappelle dire à Noëlla, moi c'est hors de question que je sois violent avec mes enfants, mais bon, quand même on sait jamais, si jamais il y a une grosse connerie, une gifle, voilà, ça peut remettre les idées en place. Et elle m'a juste dit, bah non.
Non, il y a juste pas moyen, tu vois. Et là, je me suis vraiment dit, ok, donc vraiment, c'est... tu vois, j'ai continué à creuser plus profond. Et donc, je me suis rapproché de... En plus, à ce moment-là, donc j'étais à la Fnac, j'habitais à Bordeaux, et du coup, je travaillais à Poitiers. Donc, j'avais beaucoup de temps. De route. J'avais beaucoup de temps, mais tu vois, entre les nuits que je dormais à Poitiers et le train... Ah oui, parce que t'avais aussi un appart à Poitiers. J'avais pas d'appart précis, mais je prenais des Airbnb. Ah ouais. Et si tu veux, je me documentais énormément. Et t'écoutais des podcasts dans ta J'écoutais voiture, des podcasts, je regardais des docus, je lisais beaucoup de livres, je lisais des choses aussi qui étaient hors France. Et t'as eu des révélations à des moments? Ouais, j'ai eu des révélations à des moments. J'ai eu aussi... Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans mon parcours, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai aussi un master en gestion d'entreprise avec une spécialisation en coaching, que j'ai eu notamment grâce à la Fnac. Tu es un coach, comme dans le film de Pierre Ninet? Non, en mieux. Quelle horreur. Et moi, je vais pas chez... Ah si, je suis allé chez Hanouna en plus, mince. Je peux même pas dire... Allez. Je peux même pas dire non. Mais en tout cas... Si tu veux, le truc, ce qui avait d'hyper intéressant et de rigolo pour moi, c'est que je lisais des livres d'éducation bienveillante ou des choses en anglo-saxonne sur l'éducation positive ou quoi, et en même temps j'avais des choses sur le management qui se voulaient bienveillant, et j'avais les mêmes sources, les mêmes études, notamment les travaux d'Alan Gazdin, si tu veux, sur le comportement et tout. J'avais les mêmes sources, et je trouvais ça génial. Et en vrai, quand tu y penses, le pont que tu peux faire entre parentalité et management, ils sont juste dingues. Ouais, c'est intéressant. Ouais. J'ai jamais pensé à ça. T'as par exemple, moi, une grande astuce que j'utilise en management et que j'utilise avec mes enfants, c'est que, alors je le dis pour les gens, que ce soit des parents ou des gens en entreprise, à partir du moment où vous savez que la personne a la compétence, donc que vous l'avez formée, que vous l'avez accompagnée vers une compétence, tu sais, des fois, les gens, quand ils sont pas habitués à être autonomes, moi, une de mes spécialités, c'était de rendre mes équipes très autonomes. Souvent, ils appellent, tu vois. Et donc, par exemple, quand j'étais en service client, on m'appelait « Oui, Cédric, il y a un monsieur, machin. » Et en fait, je savais que la personne, elle avait la réponse. Juste qu'elle était tellement habituée à appeler son N+1, enfin, la personne avant, et en fait, je disais « Écoute, il n'y a pas de souci. Là, je termine juste une réunion. Je suis là dans 3 à 5 minutes. Et je te promets que 9 fois sur 10, la personne, elle te rappelle pour te dire « Ah ben en fait, c'est bon, je m'en suis occupé, nickel, merci. » Et avec les enfants, Et avec les enfants, tu peux faire pareil. Sauf que t'as de l'émotion avec tes enfants que t'as moins dans le travail. Oui, mais après attention, ça dépend des sujets. Oui. Si la personne t'appelle en panique, mais même au travail, si la personne t'appelle en panique, je suis en train de me faire insulter, même si elle a eu une formation à la gestion du conflit, je vais descendre tout de suite. Tu penses que c'est important de les faire, ces formations-là? Oui. Ouais. Ah oui, de ouf. Mais oui, non, mais clairement. Et pour n'importe qui, finalement. Oui, mais c'est de la compétence psychosociale, enfin, tu vois, c'est de la relation humaine, et je pense que c'est essentiel. C'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école, ça. Et tu vois, par exemple, avec les enfants, mais parfois, juste dans ta tête, compte 5 secondes. Tu vois, ton enfant t'appelle, alors pas il s'est blessé. Je suis en train de le faire. Hein. Tu vois, pas l'enfant s'est blessé, pas tu vois qu'il y a une vraie détresse. Oui, bien sûr. Évidemment que là on fonce, tu vois. Mais par exemple, combien de fois, moi je dis à ma fille, surtout maintenant qu'elle est plus grande, ah papa, je trouve pas les ciseaux, papa machin. Oui, bah attends, je termine ce que je fais, et dès que, c'est deux petits mots magiques. Dès que j'ai fini, j'arrive. Je suis pas en train de lui dire qu'elle est pas importante, je suis juste en train de dire que je fais autre chose. Que bon là, ben voilà, j'arrivais. Et combien de fois est-ce qu'elle me répond « Ah mais en fait c'est mon papa, j'ai trouvé. Ah mais en fait papa c'est bon, j'ai fait autrement. En fait j'ai pris des punaises. » En fait, elle va trouver des solutions. Et ça tu peux le faire juste aussi en disant « J'arrive » et tu comptes juste 5 secondes dans ta tête. Ok. Non mais je récupère cette technique. Ça marche très bien. Et apparemment faut pas... maintenant là je passe sur le côté expert. Juste on termine sur tes parents. Oui. Et on clôture, parce que c'est quand même pas le sujet, et les pauvres, je pense que voilà, ils ont fait comme ils ont pu à une époque qui était... Tu sais, j'ai fait un podcast avec ma mère, donc, deux même. Donc, tu leur as pardonné? Il n'y a pas de... Le pardon... alors là, du coup, j'invite les gens qui nous écoutent à écouter mon podcast dans l'épisode 223. Le pardon, c'est pas forcément... C'est quelque chose de très chrétien. On nous a expliqué que dans notre culture, que tu peux faire la pire des conneries et tu dis pardon et c'est fini. Ou tu vas te confesser, c'est fini. Le problème du pardon, si tu veux, c'est que moi, je suis plutôt dans la compréhension. Je suis pas là pour pardonner à mes parents. C'est eux qui doivent se pardonner de ce qu'ils ont fait. Oui, mais là, tu enlèves ton émotion quand tu dis ça. Parce que parfois, on a besoin de pardonner quelqu'un pour que notre émotion s'apaise. Pas forcément. Parfois, tu peux avoir besoin. Faites-le. Enfin, les gens qui ont besoin de pardonner, faites-le. Mais le pardon, il faut faire attention parce que c'est à double tranchant. Par exemple, imaginons.
voilà, tu te remémores, t'as décidé que t'avais pardonné, tu vois. Et là, tu te remémores d'un truc, donc là, je citais Brigitte Auriol dans mon podcast, tu te remémores d'un truc qui te met en colère. Mais t'as plus le droit d'être en colère, Pauline. T'as pardonné ? C'est fini. Tu n'as plus le droit de ressentir ça, tu n'as plus le droit. Tu t'es toi-même enfermé dans ce pardon qui devient un fardeau, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Alors que si tu te concentres au contraire sur ton émotion, si tu te concentres sur ton émotion et que tu te dis, le sujet c'est pas le parent, moi mes parents, en toute sincérité, je leur en veux juste pas en fait. Je suis très en paix avec ça. L'enfant, la part de moi qui leur en voulait, c'était le petit Cédric, qui comprenait pas pourquoi est-ce qu'il était traité comme ça. Le petit Cédric, je m'en suis occupé, moi-même. Tu vois ? Oui. J'ai fait ce qu'on appelle du reparentage, un travail sur l'enfant intérieur, ce qu'on veut. Je m'en suis occupé moi-même, il va très bien. Il sait qu'il est en sécurité, c'est cool. Après, moi, mes parents, par contre, ça a forcément des conséquences. Il y a des choses où ça a pris du temps pour que, par exemple, mon père puisse être seul avec mes enfants. Ça a pris du temps, ça a pris de la discussion. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est de le voir évoluer sans même qu'il s'en rende compte forcément, tu vois. Ton père ? Ouais. Moi, je suis très fier de comment il évolue. Et c'est marrant parce que tu vois, c'est des discussions qu'on n'arrive pas à avoir forcément comme ça, entre lui et moi, parce que dans une certaine masculinité aussi, voilà. Mais si tu veux, par exemple, mon père qui pouvait bouder quand Sarah avait 3 ans parce qu'elle voulait pas lui faire de bisous et que lui c'était un affront. Quelques années après, il demande, avant de faire un bisou à Lucas, il demande à Sarah, quand elle dit non c'est pas grave, quand elle dit oui, il est encore plus content. Tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça qui évoluent petit à petit. Et je me rappelle aussi de ce moment avec mon père, je sais même pas si lui il a noté, tu vois, où on était chez eux, et où Sarah, donc là elle avait 5 ans je crois, 4 ou 5 ans, donc on était en instruction en famille d'ailleurs à ce moment-là, et où Sarah veut jouer avec lui, et en fait au lieu de dire non machin, au lieu de trouver des excuses, il lui a juste dit tu sais ma chérie, moi je suis pas très doué ou très à l'aise pour jouer avec les petits enfants de ton âge, mais si tu veux je peux te montrer des choses, bricoler machin, où on peut construire une cabane. Là je sais plus ce qu'elle lui demandait de faire, c'était de jouer avec des bracelets ou je sais pas quoi. En fait tu lui as juste dit ça, tu vois, mais il y a quelques années avant il aurait juste... pas fait. Non, il aurait envoyé chier, ou il aurait dit non mais oui, et je vais le faire avec mes neveux puisque j'ai des neveux qui sont plus âgés, voilà, et il a évolué, tu vois. Donc c'est cool. Tu vois, mais des fois, il n'y a pas forcément besoin d'orange. Mais pour revenir sur le pardon... Oui, de se mettre autour d'une table et de confronter. Voilà. Je vois très bien parce que moi, j'ai un rapport avec mes parents très, très différent de ma sœur. On a 11 ans d'écart. Elle n'a pas vécu la même époque. Elle n'a pas vu les mêmes choses. Je pense qu'on m'a protégée. Je suis la deuxième, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ma sœur, on a eu beaucoup de conflits où elle me disait, mais si on t'écoute, Pauline, nos parents sont merveilleux et ils sont parfaits. Et si on m'écoute moi, c'est la catastrophe. Et en fait, là, on se retrouve avec ma sœur parce que moi, c'est pas que j'ai pardonné ce qu'ils étaient, c'est que en fait, moi, j'ai très vite conscientisé. J'ai une faculté, ça fait partie de ma personnalité, à conscientiser qui sont les gens, les espaces où ils sont mauvais, quoi, et à ne retenir beaucoup plus que l'autre partie. Et ma sœur est un peu différente et elle est très sensible, donc elle reçoit des choses que moi je capte même pas. On est dans un lieu, il y a quelqu'un qui est fou, je le vois pas. Elle l'a senti arriver depuis déjà le bout de la rue. Donc ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, c'est pas pour culpabiliser les gens que tu dis ça, je pense, et moi c'est pas pour dire qu'on doit absolument pardonner, mais c'est qu'en fait, selon la sensibilité aussi de l'enfant, peut-être que toi, tu as réussi ce chemin, mais c'est un chemin long et sinueux. C'est un chemin long et sinueux, c'est un chemin qui demande de la ressource, c'est un chemin qui demande de regarder les choses en face, tu vois. Moi, mes parents, c'est pour ça, tu vois, que dès qu'on en a parlé... Mais c'était pas un long fleuve tranquille, ta thérapie, hein. Non, du tout. Non, mais je pense qu'une thérapie qui a un long fleuve tranquille, c'est pas forcément une thérapie efficace. Enfin, faut pas non plus croire que la thérapie, c'est aussi que des choses qui viennent nous choquer, au contraire. Mais en effet, il y a des moments où il faut se confronter. Moi, je me rappelle en effet de ce moment où j'ai vraiment reconnecté ces émotions et où j'ai pleuré pendant, 24 heures sans m'arrêter presque. Tu vois, donc voilà, mais parce que t'as 22 ans de larmes qui doivent sortir, donc c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on a commencé à en parler, que j'ai tout de suite voulu nuancer. Sur, attention, moi, l'éducation de mes parents, c'est pas que avoir reçu des coups quand je faisais des conneries. C'était aussi cette autonomie, c'est aussi avoir eu une voiture et un permis payé par mes parents, c'est aussi avoir eu la possibilité de faire des petits boulots, machin, d'apprendre comment tondre, enfin voilà, de bricoler des choses avec mon père aussi, tu vois. Donc
c'est tout ça, tu vois. C'est aussi mes parents qui m'ont accompagné sur mes premiers matchs de hand. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que c'est pas. Je pense qu'il faut vraiment. Rien n'est blanc ou je pense noir. qu'à un moment devenir adulte, c'est aussi, mais vraiment, hein, c'est aussi arrêter de croire que ses parents sont soit des héros, soit des gens mauvais, si tu veux. Ce sont des gens qui font de leur mieux avec ce qu'ils ont à l'époque dans laquelle ils sont. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment compris, tu vois. Surtout qu'en plus, vient s'ajouter à ça la tradition familiale, l'éducation que mon père a reçue, les traumas que lui peut avoir, etc. Tu vois. Donc, il faut juste comprendre ça, accepter ça, et derrière se dire, est-ce qu'il y a des sujets d'amour ou pas ? Il y a des moments où, il y a certaines familles où, clairement, il n'y a pas d'amour. Ça arrive, hein, faut pas se mentir, ça arrive. Il n'y a pas d'amour, ce sont des enfants qui finalement sont plutôt subis soit par l'un, soit par l'autre, soit par les deux, pour différentes raisons, et ça c'est énormément triste. Moi j'avais de l'amour, tu vois. Okay. Donc voilà, c'est juste que visiblement certaines personnes ne savaient pas l'exprimer comme il fallait. Oui, mais ça t'a tenu quand même, parce que oui. on est d'accord que c'est quand même le point central qui Bien permet sûr. aussi à un enfant de se construire. Enfin, Bien maintenant sûr. c'est prouvé sur le cerveau des enfants, etc. J'aimerais qu'on passe à ton éducation, parce que alors, bon là, on prendrait 1h30, voire 6, à mon avis, voire 6 mois, parce qu'il y a plein de points, et moi, il y a des trucs, je me dis, ok, ça, je suis pas bonne là-dedans, alors, parce que s'il dit ça... Donc, repartons sur les coups, par exemple. Donc, toi, il n'y a même pas de punition chez toi. Donc, quand je dis punition, le va dans ta chambre, ça n'existe pas. Alors, c'est marrant que tu parles de ça. Non, mais parce que, en fait, sur le côté, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on entend par... moi, j'aime bien qu'on nuance les choses. Va dans ta chambre, ou le fameux file dans ta chambre... comme on peut beaucoup l'entendre, il y a eu un grand débat là-dessus à cause d'une psychanalyste qui s'appelle Caroline Goldman. D'ailleurs, dans ce livre, elle a dit que la vision du père, c'est, je cite, le père doit incarner la loi et intimider l'enfant. Nickel. Intimider, ça veut dire remplir quelqu'un de peur. Voilà, et cette personne a beaucoup de visibilité. Encore une fois, quel est le contexte ? File dans ta chambre pour dire, écoute, là en fait tu me saoules, je vais t'enfermer dans ta chambre, comme elle le préconise, dès tes 12 mois, parce que t'as fait tomber un petit pot par terre, hors de question. Ah bah oui, bien sûr. Par contre, dire à son enfant, comme je peux le faire par exemple avec ma fille, lui dire, là ça a l'air d'être un peu compliqué, enfin ça m'arrive depuis que j'ai 2 enfants. Ok. Quand j'avais qu'un enfant, je faisais que de l'accompagnement avec ma fille émotionnelle et tout. En fait, quand on a 2, il y a un moment où c'est compliqué de faire de l'accompagnement avec les 2, surtout quand les 2 sont en conflit, tu vois. Et Sarah, surtout, maintenant, elle a des outils d'autorégulation, c'est quelque chose qu'elle sait faire. Moi, je lui suggère, si tu veux, tu peux aller dans ta chambre, souffler un coup et revenir. Mais t'es pas enfermé dedans, tu décides bien de ce que tu veux. Oui, mais tu vois, oui. C'est, encore une fois, derrière une même phrase, il peut y avoir plein de choses. Bien sûr. Et il peut y avoir aussi, file dans ta chambre, sinon je te démonte la tête, en fait. C'est ça la suite de la phrase. Il y a pour plein de parents, c'est une réalité. En fait, tu isoles l'enfant, non plus parce que toi, en fait, tu sens que tu vas vriller et que potentiellement, tu as des choses qui paraissent pareilles et tu peux vriller. On en revient toujours à ça, en fait. Voilà. Donc, si tu veux, c'est quel contexte ? Mais de toute façon, la punition ou la violence ou la domination de l'adulte dans la parentalité, dans l'immense majorité des cas, elle n'intervient que par le manque de régulation de l'adulte. Tu penses pas qu'il y a des enfants, parce que j'ai une amie qui a des enfants, où moi je ne vais plus chez elle, pour la simple et bonne raison que je pense qu'ils n'ont pas de limite, parce qu'elle a fait la méthode, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros elle dit jamais non à rien, elle explique. Et autrement, elle dit oui, quoi. Enfin, ah ouais, ok, alors je connais pas ça. Mais jamais non à rien, en tout cas. Et c'est curieux. Okay. Ouais, c'est curieux. Et du coup, moi, je les trouve à la limite un tout petit peu dangereux. Ah ben, c'est sûr que... Et donc maintenant, elle est passée de l'autre côté, où ils sont très compliqués. Ils l'ont toujours plus ou moins été. Hein. En vrai, moi, depuis que je les vois tout petits, je me dis, je peux pas les garder, par exemple. Je ne peux pas garder son premier enfant et son deuxième. Et alors, les deux en même temps, c'est impossible. Un enfant à qui on dit jamais non, c'est une forme de violence aussi quand même. Parce que pour pouvoir, tu sais. Donc toi tu dis non à tes enfants. Bah évidemment. Ouais. Bah évidemment, tu vois. Après par contre c'est vrai que. T'expliques toujours pourquoi ?
oui, Parfois, ça t'es oui. crevé aussi, Ça, oui. tu dis Oui, bah mais non. des fois t'es crevé, mais après tu peux dire non et lui dire je t'expliquerai plus tard. Ouais. Tu vois, tout simplement. Enfin, si tu veux, moi, quand... tu te doutes bien que quand Lucas, donc Lucas, 2 ans, je suis en train de cuisiner, on cuisine tous les deux, attrape mon couteau, parce que lui, il a son couteau, mais attrape mon couteau, qui est un grand couteau, tu vois, japonais, Bah oui. etc. euh, Évidemment que je lui dis non, tu le poses. Et je lui attrape la main et je lui dis non, tu le poses. Je vais certainement pas le laisser, ne serait-ce que gesticuler un petit peu avec ce couteau-là. Tu vois, par contre, s'il a envie de découper des trucs, il a un couteau. Tu vois, en fait, c'est ça, faut que ça ait du sens, faut que ça fasse sens, et surtout, faut comprendre le pourquoi, le non. Après, tu vois, je sais que moi, je me rappelais très bien, étant enfant, à recevoir beaucoup de non et sans comprendre pourquoi. Et du coup, je posais des questions. Et derrière, souvent, j'en prenais une pour insolence, tu vois. Bah oui. Alors, mais en même temps, c'est normal. Alors que, bien sûr, des fois, il y a des non. Mais c'est bien de donner du sens. Après, il faudrait peut-être qu'on prenne des exemples concrets, tu vois. Mais je sais pas, prendre ma fille, par exemple, Sarah, qui va me dire tiens, papa, là, je te donne un exemple très concret. Nous, les écrans, il n'y a pas de règles spécifiques à la maison. Il n'y en a certainement pas tous les jours, tu vois, par exemple. Mais souvent, Sarah, pendant les siestes de son frère, notamment pendant les vacances scolaires, elle pouvait regarder un dessin animé, tu vois. Donc voilà, c'est plus simple. Sauf quand elle voulait qu'on joue, et là, on jouait. Et par contre, j'ai remarqué, chez Sarah, on sait que les écrans, je dis pas que c'est scientifique ou quoi, c'est juste qu'elle, après avoir regardé un dessin animé, elle a besoin d'un temps, tu vois, émotionnellement, elle est un petit peu plus à cran. Non mais franchement, Bon. moi Oui, je ne fais que le voir. Mais et scientifiquement, moi, il paraît que non, donc okay. c'est pour ça que je en tout cas, moi, mon fils, je sais qu'après, il est hyper énervé. Et si tu veux, par exemple, dimanche, elle a eu... mercredi, mercredi dernier, là, c'était compliqué le matin, voilà, avec son frère, c'est compliqué, elle s'est beaucoup énervée et tout, donc elle a l'air d'être émotionnellement très, très à cran. Et du coup, elle m'a demandé quand il est à la sieste s'il pouvait regarder un dessin animé. Je lui ai dit non, ça va pas être possible parce que regarde, t'as vu depuis ce matin, t'es déjà bien à cran. On sait que, elle le sait, hein, c'est des choses qu'on a discutées, on sait que les écrans derrière ça te rend un petit peu plus à cran. Donc on va se calmer là. Par contre, si tu veux, on peut aller se promener, on peut aller machin, on peut aller trucs. Donc j'ai proposé des choses. Au final, elle a joué toute seule et moi j'ai lu pendant 1h30. Mais non. Et si. Trop bien. Mais voilà, mais il y a eu du sens. Bien sûr qu'elle m'a dit oh, tu vois, bien sûr qu'elle a soufflé. Ok, t'as soufflé, très bien. T'as le droit d'être déçu. Elle a le droit d'être déçue de pas avoir son dessin animé. Et heureusement que. Oui, mais attention, t'as si tu reprends l'exemple de Corinne Goldman, dans sa feuille de route, elle souffle, elle file dans sa chambre. Ah oui, elle n'a pas le droit à l'expression. Et ça, tu vois, voilà. Et donc, il faut vraiment faire attention, je pense. Alors, pour revenir à ton exemple, l'absence de non, je trouve que c'est un vrai problème parce que pour moi, le vrai défi de l'éducation, quand tu penses aux droits de l'enfant, parce que moi, mon éducation est plutôt centrée sur une réflexion autour des droits de l'enfant, très sincèrement, faire comprendre à son enfant que ses droits peuvent être respectés, doivent être respectés, si t'as fait un petit travail sur toi et tout, c'est plutôt facile. Ok. Franchement, c'est plutôt facile. Je trouve que le vrai défi de l'éducation, il vient quand tes droits sont importants, mais pas plus importants que les droits des autres. Ok. Là, ça devient plus challengeant. Plus complexe. Tes droits sont importants, mais mes droits de parents et d'individus le sont aussi, et les droits de ton petit frère le sont tout autant. Et par contre, toi, il faut que tu comprennes que ton petit frère, lui, à 2 ans, quand il tape, en fait, il fait pas exprès. Par contre, si toi, tu le tapes, on sait que c'est pas la même démarche. Donc en fait, là tu parles du fait qu'elle prenne conscience que vous êtes là, que vous avez aussi des sentiments, des sensations, que son frère a des sentiments, des sensations, mais très différents aux siens. Mais même très tôt, si tu veux, quand on était en instruction en famille, par exemple, donc c'était moi qui assurais ça dans la majorité du temps, assez rapidement, si tu veux, par exemple, après manger, je disais, j'ai besoin de souffler, de me reposer, elle n'avait pas encore accès aux écrans, donc je vais lire. Je vais prendre 15 minutes pour lire. Je mettais un timer s'il fallait. Voilà. Et ça, si tu veux, voilà, c'était clair. C'était un respect de mon droit à moi de faire quelque chose pour moi. Et en même temps, ça lui transmet, par l'exemple, c'est important de prendre du temps pour soi. Ouais, je capte très bien. Voilà. Quelles sont les autres règles que vous avez chez vous et où souvent les gens se font ils bondissent de leur chaise? Nous, des règles, en fait, il n'y en a pas. Si tu veux, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Le mot autorité, pour toi, il n'est pas là chez toi? Si. Ah, si. Si, mais l'autorité, c'est pas quelque chose que l'on prend, c'est quelque chose qu'on nous donne.
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup Par aussi respect vu. pour eux. Par respect pour eux, mais aussi, si tu veux, que c'est quelque chose que j'ai... Tu vois, je te parlais des ponts entre parentalité et management, par exemple. Combien de personnes en entreprise ont vécu le petit chef qui arrive, qui se prend pour le roi du monde, en plus, souvent, il sort juste d'école de commerce, voilà, et il est nul à chier, et il te prend pour le roi du monde, et il te parle mal, etc. C'est généralement les nuls qui sont les plus prétentieux. Bah oui, mais parce qu'ils se regardent pas en face. Ils compensent. Ils se regardent pas en face, tu vois. Et je l'ai été, ça, dans mes débuts de manager. Je l'ai été. T'as été un manager un peu con ? Oui, bien sûr. Bah oui, j'étais un petit chef, bien sûr, je l'ai été pendant, je sais pas, 1 ou 2 ans. Même si à ma grande surprise... tu l'avoues, ça. Parce que c'était aussi comme ça, tu vois, et puis t'évolues. Tu te remets en question en écoutant surtout les gens avec qui tu travailles. Et après, t'évolues. Et en fait, tu vois, l'autorité parentale, pour moi, elle est comme ça. En plus, l'énorme facilité qu'on a avec la parentalité, c'est que nos enfants, de base, nous écoutent. Si tu veux. C'est pas parce qu'ils explorent le champ des possibles qu'ils ne nous écoutent pas. Tu vois, mais de la même manière que parfois des salariés ont besoin de se planter, même si tu sais qu'ils vont se planter. Ouais, ils ont besoin de se planter. Je suis complètement d'accord. Tu vois, toi, tu vas peut-être poser un petit filet de sécurité vite fait dessous, ou dire à la hiérarchie, c'est bon, je gère. Mais ils ont besoin de se planter pour comprendre qu'il fallait t'écouter. Tu vois ? Évidemment. C'est pas leur tendre un piège, c'est juste, à un moment, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et si tu veux, pour moi, l'autorité, c'est ça, c'est quelque chose qu'à un moment, en entreprise, par exemple, que tu vas recevoir de la part de ton équipe, qui va te reconnaître comme une personne dont elles ont envie d'écouter les conseils et les consignes, mais aussi parce que c'est réciproque. Tu vois ? C'est parce qu'on est écouté qu'on écoute. Oui, je suis d'accord. Et ça, c'est important. Et donc, du coup, nous, les règles à la maison, c'est de respecter les droits des autres, de respecter les autres, ça, c'est la première règle. Et après, en vrai, t'as des trucs genre, oui, on va pas mettre la main sur la plaque chauffante. Lucas a testé il y a pas longtemps, tu vois. On fait tout ça. Moi, j'avais testé le fer à repasser. Il a testé. Je passe un bon moment. Il a testé. Après, tu vois, par exemple, si je devais te montrer un exemple, chez nous, quand on mange, il n'y a pas les pieds sur la table. Normal. Normal, tu vois. Pas déconner. Mais imagine, ça, c'est le rebord de la table. Et tu vois, dessous, il y a un petit truc là pour poser ses pieds. Et tu vois, Lucas, par exemple, il a compris la règle. Il a tout à fait compris. Du coup, il vient mettre ses pieds juste là, dessous. Et moi, je trouve ça génial. J'avoue, je trouve ça hyper mignon. Mais oui, je trouve ça génial parce que je me dis, il teste vraiment Bien sûr qu'il teste. Il regarde, ok, où est-ce que je peux aller ou quoi ? C'est pas de l'insolence, c'est pas... ça mérite certainement pas une punition, c'est rien. Quand tu sors de ce rapport de pouvoir permanent de l'adulte sur l'enfant, quand ton ego, qui est en fait un ego blessé, est pas en jeu, tu vois juste un enfant qui dit « Ok, je mets pas les pieds sur la table ». Est-ce que tu dirais, je sais que tu vas dire que non, mais j'y vais, vous êtes un peu les parents parfaits? Pas du tout parce que Vous faites des conneries. On fait des conneries, on s'énerve, je crie aussi, voilà. Là, si tu veux, c'est pas un... Parce que moi, j'ai pu avoir ce rapport avec par exemple, des mamans de l'école. Ouais. Disons que sur les mamans de l'école, je suis un peu la loseuse quand même. Je suis celle qui oublie la fête, qui vient avec le gâteau que j'ai acheté 3 minutes avant chez Picard, que j'ai démoulé que j'ai mis dans un moule et je fais semblant. Oui, bien sûr. Je suis celle qui a... Je le sais, en tout cas sur la classe de mon fils, je suis la seule qui a une boîte avec des gens qui bossent pour elle et tout, donc ça me génère moi beaucoup de stress parce que je rends des comptes pas juste à mon fils, à mon mec, à ma famille, j'ai aussi tout ça à gérer, et donc je suis très souvent, je me dis ah bon, mais t'es pas au courant et je me sens nulle, mais je me dis je peux pas être bonne partout. Non, tu peux pas être bonne partout. Alors après, aujourd'hui, ça c'est une bonne utilisation de l'IA par exemple, de scanner les mails et de te faire des petits mémos. Ça, c'est un truc qui marche très bien pour faciliter la vie des gens. Mais très concrètement, pour revenir à ta question, mais je vais te dire un truc. Pour moi, le portail devant l'école, c'est l'Instagram local. Clairement, tu sais pas ce qu'il y a chez les gens, en vrai. C'est vrai. Tu sais pas ce qu'il y a chez les gens. Tu sais pas... et souvent, on va pas se mentir, ce sont ceux qui représentent le mieux, qui construisent leur impunité et leur violence. Ouais. Sur cette Camp, image, tu vois. Brie Van de Camp, mais même, tu vois, sans rentrer dans les détails, moi, il m'est arrivé de faire un signalement sur un garçon qui avait signalé des violences et où l'école ou quoi te répond ah, mais vous savez, on le connaît bien quand même et tout. Mais en fait, on s'en fout que vous le connaissiez. On s'en fout qu'il soit gentil, qu'à vous, il vous parle bien. On s'en fout qu'il vous sourie devant le portail. Le portail, pour moi, c'est l'Instagram du truc. Tu sais pas ce qui se passe vraiment dans les familles. Mais, et combien aussi, tu vois, d'horreurs, de crimes affreux, même pédocriminels, aux ondes mots.
dans des gens qui étaient totalement bien sous tout rapport. Mais excuse-moi, dans Fait entrer accusé, on dit toujours, il disait toujours bonjour, il était très gentil. Mais oui, tu vois. Et voilà, et finalement ça finit. Exactement. Ouais. Donc tu ne sais pas. Et chez nous, en tout cas, oui, bien sûr qu'on crie, qu'on s'énerve, on a des émotions, on est dans la relation. Et puis de la même manière, si tu veux, c'est que comment expliquer aux enfants qu'ils ont le droit de... Et elles ont le droit, je précise le elles parce que la colère, c'est de manière... dans le stéréotype de genre des petites filles, si tu veux, c'est quand même quelque chose qu'on interdit souvent aux petites filles et qu'on va plus tolérer chez les garçons. Moi, ma fille, si elle me voit être en colère, elle comprend qu'elle a le droit aussi d'exprimer la sienne. Par contre, elle me voit réparer aussi. Elle me voit revenir et dire « j'aurais pas dû crier, j'aurais préféré plutôt faire ça ». Voilà. Et on réanalyse la situation, tu vois. Donc bien sûr, mais c'est ça la relation. Là où ça devient quelque chose qui est plus à interroger en profondeur, c'est quand c'est la seule réponse qui arrive. Tu vois, c'est que moi aussi je suis fatigué, moi aussi, tu vois, donc, et Noëlla aussi, donc il n'y a pas de débat. Par contre, c'est vrai que voilà, il y a plein de moments où on va... je sais pas, il y a des gens qui regarderaient chez nous qui diraient que c'est n'importe quoi, tu vois. mais très bien, enfin... Ouais, c'est votre manière de fonctionner. Mais moi, je m'en fous. J'aimerais qu'on parle du podcast. Ouais. Pourquoi tu l'as lancé, ce podcast ? C'est une idée de Noëlla. Elle est vraiment brillante, cette femme. Elle est vraiment brillante, hein, quand même. On est quand même supérieurs, je suis désolée. Mais en vrai, si tu veux, comme je te disais, donc, bon, t'imagines bien donc, du coup, tout ce qu'on a mis en place, etc., quand ça est arrivé. Et du coup, on s'est retrouvés... donc, j'ai une manière parfois assez didactique de m'exprimer. Et en fait, je me suis retrouvé aussi parce que c'était mon rôle... Noëlla, donc avec l'allaitement, etc., elle avait ce rôle-là de proximité. Donc moi, souvent, si tu veux, notamment sur le sujet de l'allaitement, je faisais le bouclier, en fait. Venez pas la faire chier, c'est moi qui vais répondre à vos questions. Parce que l'allaitement, si tu veux, déjà, passer 6 mois, il y a des gens qui comprennent plus. Quand l'enfant commence à marcher, vraiment, tu regardes très bizarrement. Moi, je sais que j'ai entendu 1000 fois des gens choqués de voir un enfant de 2-3 ans se faire allaiter par une femme dans le train. Oui, mais bien sûr, ça choque les gens. C'est pas que la faute des gens individuellement, c'est que je pense qu'il y a aussi le truc du ça, sein, il y a quelque chose de complètement... Donc, si tu veux, je me retrouvais en fait régulièrement à argumenter devant la famille, les amis, les collègues sur ce qu'on faisait, pourquoi on faisait, mais sans m'énerver, si tu veux, toujours en mode... Voilà, dis-moi ce que t'en penses. À force. Non, moi j'aime bien. Ah ouais. Ouais, j'aime bien. Tu t'es pas dit j'en ai marre de répéter, je vais enregistrer un podcast et leur envoyer le lien. En fait, ça c'était l'idée de Noëlla. Voilà. Noëlla, si tu veux, elle était vraiment. On écoutait tous les deux des podcasts, mais elle était vraiment à fond podcast. Il y avait déjà la matrescence qui était sortie, elle était à fond, salut Clémentine. Elle était à fond et tout, et puis elle m'a dit franchement, chérie, j'aime bien quand tu parles des trucs, parle-en dans un micro et mets-y parce qu'on n'entend pas de papa qui en parle. Et puis t'es passionné. Exactement. Et puis pour avoir parlé un petit peu avec toi, tu es extrêmement précis. Et j'essaye. Non, mais c'est bien, c'est agréable, quelqu'un qui lit, qui... Il faut sourcer, en fait. Ouais. Faut sourcer. Et il faut aussi lire les gens avec qui on n'est pas d'accord. Ça, c'est important. Très, très important. Tu vois, je t'ai parlé de Caroline Gaman, je suis en désaccord sur plein de choses avec elle, mais je l'ai lu, je sais pas, j'ai même traduit son livre, alors pour te dire... Donc je sais pourquoi. Et donc Noëlla me dit fais ça. Et en fait elle me dit ça on est fin 2019. Moi j'ai arrêté mon emploi à la Fnac en janvier 2020. Je savais que j'allais partir. On est fin 2019. C'est la Fnac en décembre. Je lui dis écoute, ouais mais là c'est pas le moment. Et puis finalement en janvier donc mon emploi s'arrête à la Fnac et après 2 semaines à souffler, à rester près de ma famille, je me dis tiens pourquoi pas. Et j'achète un micro à 20 balles sur le Bon Coin, où il manquait un câble et tout. Je me forme à YouTube, sur YouTube pour monter sur Audacity, tu vois, parce que je connaissais rien. Mais on est tous passés par là. Je commence à scripter 2-3 sujets, et puis je crée un compte Instagram, parce que je n'étais pas allé sur Instagram. Mais non, tu étais vierge. J'étais vierge d'Instagram. De ce monde. Et non, en vrai, non. J'avais créé un compte une fois pour faire un concours que j'ai gagné et je suis plus jamais retourné. J'avais gagné un mobile Harry Potter pour ça en 2018. Ça avait énervé beaucoup de gens d'ailleurs parce que le gars il se pointe, il fait un concours, il gagne, il se casse. C'est dégueulasse. Et du coup je crée ça et puis écoute, je pense que ça a plu. Je contacte Fanny Vella aussi pour le visuel. Fanny Vella que je vous invite à suivre et à voir les BD notamment et si on changeait d'angle parce que son travail moi m'a vraiment énormément aidé dans ma parentalité. C'est bien que tu cites des femmes. Mais c'est ça. Non mais c'est rare. Elle est importante. Et si tu veux, voilà, je fais ça et puis je lance le truc comme ça mais en mode YOLO. Moi en plus j'avais un autre projet pro.
Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'avais pour projet de monter une boîte en franchise. Mais c'est souvent ces projets-là qui prennent, tu sais pourquoi ? Parce que c'est ultra sincère. Et c'est ultra organique, ça fait partie de ton quotidien, c'est ta vie, c'est toi. Exactement. Alors, il y a eu le Covid quand même aussi qui a joué, puisque du coup, mon projet pro s'est planté, donc j'étais juste au chômage. Et, comme quoi, tout est bien aligné. Mais t'as vu, les planètes s'alignent. Et en plus, en même temps, du coup, avec le Covid, le podcast a quand même éclaté, la bulle du podcast a vachement grossi. Et voilà, puis j'ai trouvé un public, et puis après, de fil en aiguille, on a fait des contacts, et puis j'ai milité aussi sur des sujets, parce que c'est quand même un podcast qui est engagé. Oui, t'es très militant, oui. On a milité surtout sur le congé paternité, et sur lequel on milite encore pour qu'il devienne paritaire. Et voilà, donc de fil en aiguille, ça a grossi. Je me rappelle avoir dit à Noëlla, elle était extrêmement emballée, elle est fascinante. Mais elle doit être fière, non, de toi ? J'espère. Ouais. Mais en tout cas, elle était vraiment à fond. Et moi, je lui avais dit, tu sais, chérie, si au bout d'un an, il y a 5000 écoutes du podcast et 1000 abonnés sur Instagram, c'est génial. Bon, au bout d'un an, il y avait un petit peu plus de 250 000 écoutes du podcast et 20 000 abonnés sur Instagram. Donc, même moi, j'ai pas compris ce qui se passait, si tu veux. Mais tant mieux. Bah ouais, tant mieux. Aujourd'hui, le podcast, tu fais beaucoup d'écoutes aussi. Le podcast, ouais, écoute, c'est plus de 6 millions d'écoutes cumulées. C'est entre 200 000 et 250 000 écoutes par mois. C'est chouette. Et puis ça va. Là, j'ai investi YouTube aussi, donc ça en fait, maintenant, c'est devenu une entreprise. Hein. C'est devenu une entreprise, tout à fait. Travail. J'ai démarré tout seul, vraiment tout seul, dans mon bureau. Mais aussi grâce à des collègues podcasteurs, enfin podcasteuses surtout quand même. Il y a un collègue podcasteur que j'ai déjà cité, donc je peux reciter, c'est Fabrice Florent. Mais surtout, je tiens à parler de Anne-Fleur Handel, de Élise Bultez et de aussi Alice Krief, par exemple, qui est maintenant ma monteuse son. Mais non. En fait, si. En fait, c'était des podcasteurs, des podcasteuses, surtout, du coup, qui ont créé un petit groupe comme ça. On lançait nos podcasts un peu en même temps. Et du coup, on s'est donné des tips. Et du coup, Alice, c'est la première personne qui a rejoint pour travailler avec moi sur la création donc audio, pour améliorer l'audio, parce que c'est quand même important. Surtout maintenant. Maintenant, on n'accepte plus un podcast avec de l'écho dans les toilettes. Mais ça dépend. Ça dépend, parce que tu vois, j'ai un format journal de papa que j'enregistre même à la gare et tout. Et il y a un public, clairement, pour le truc. T'es sur un téléphone récent. Oui. Ah oui. Ça change tout. Oui. Non, fut un temps, je trouve vraiment, on avait des podcasts, je me disais, attends, là, j'ai pas compris le mot. Non, ça peut être fatigant. C'est des partis pris après, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça... donc, ouais, il y a ça. Et puis maintenant, là, au jour où on se parle, il y a déjà, je suis accompagné par un cast. Ça, c'est important de bien le dire, par Cécile Arnaud, notamment, que je salue beaucoup, qui m'accompagne depuis des années maintenant. Et aussi, donc maintenant, j'ai une personne pour monter la vidéo, qui est James Kao. J'ai Caroline Simon qui m'accompagne, donc qui est pour la pré-prod, en fait, pour gérer tout ce qui est programmation d'enregistrement, parce que ça, c'est un travail monstre. Boucler des gens, trouver la bonne date. Exactement. Et aussi Laurie Thomas et Ilona Martins en tant que community manager sur tout ce qui est Instagram. Ça, c'est très important. Et c'est important. Et du coup, voilà, donc on développe des nouveaux formats et tout. Donc, c'est génial. Chouette. Ouais. Ta vie a complètement changé, en fait. Ma vie a complètement changé, évolué. Surtout, elle est ce que je recherchais, parce que avec Noëlla, tu sais, quand je parle d'instruction en famille et tout, en fait, nous, les enfants, c'est pas ce qu'on fait avec nos enfants, comment on est avec nos enfants, et aussi de la sauvegarde de notre couple, c'est un projet de vie. Tu vois, c'est J'ai déjà entendu ça il y a quelques jours d'un copain. Nous, en tout cas, c'est un projet de vie. C'est marrant de penser comme ça. Ouais. Voilà, nous, c'est pas YOLO, c'est pas on verra demain. Non, c'est un vrai projet de vie. C'est un vrai projet de vie. Le fait que j'ai quitté la Fnac, c'était aussi dans le but de pouvoir avoir une activité qui permettrait de faire l'instruction en famille. Je vais te dire un truc horrible, attention. Ouais. Si vous aimiez plus, vous feriez comment ? Vous avez tellement investi dans tout ça ? Je pense pas que ce soit possible. En fait, j'arrive pas à concevoir ce que tu viens de dire. Mais, imaginons, je pense pas que ce soit possible que si on ne s'aime plus romantiquement, on ne s'aime plus coparentalement. Ok. Tu vois ? Je pense qu'on est vraiment en phase. Non, mais parce que c'est deux dimensions différentes, tu vois. Oui. Mais par contre, j'arrive pas à concevoir qu'on ne s'aime plus tout court. Donc voilà. Mais je pense que aussi, et puis de toute façon, je pense que même si, je sais pas, imaginons que ça arrive, qu'on ne sait pas, quand t'as passé autant de temps avec quelqu'un dans ta vie, ou tu le détestes complètement, pourquoi pas, tu vois, mais ça, la bascule entre amouriennes, ça arrive. Mais en tout cas, il y a toujours une place qui est très particulière. Et puis quand t'as fait 2 enfants avec, oui. Oui, il faut. Et moi, j'en ferai plus des enfants. Donc, oui, t'en feras plus, hein. Vasectomie. 15 minutes. Ouais. Voilà. Et c'est quasiment pas réversible, je crois. Hein. C'est quasiment pas réversible, ouais.
On parle plutôt de quelque chose qui est définitif. Et ça va ? Trop bien. Ouais. Franchement, c'est le truc le plus facile. Ouais. J'ai déjà eu d'autres opérations, tu vois, franchement, c'est extrêmement facile. Enfin, t'arrives, c'est en ambulatoire, ça dure 15 minutes. Moi, en plus, j'ai fait anesthésie locale. Donc, je suis arrivé tout seul, je suis parti tout seul. Ah ouais ? Ouais. Mais ouais. Ah, t'avais pas envie d'être avec quelqu'un ? Non. C'était un peu ton moment quand même. C'était mon moment, c'était mon sujet, c'était mon souhait. Voilà, c'était ma responsabilité. Donc, Ah, c'est fascinant pour moi. bon. Non, mais parce que je connais pas encore beaucoup d'hommes, j'en connais 2 dans Et ma pourtant, famille. il y en a beaucoup. En fait, Je sais, mais ils en parlent pas, beaucoup, mais ils en peut-être. parlent pas. Ouais. Ouais. Parce que moi, dans ma famille, il y en a 2 où on en a parlé, Ouais. parce qu'ils sont, je pense, que vraiment dans ton monde à toi. Mais je pense que pour le coup, la plupart des hommes, et tu dois quand même le remarquer, sont encore pas complètement dans ta team. Et pas parce qu'ils ne veulent pas, je pense que t'as posé un truc au début de cet épisode qui me paraît primordial, c'est la thérapie. Ce moment où on s'arrête, on dit ok, je suis. Non, mais pas obligatoirement d'en faire une ou machin, mais s'il y a des choses à aller traiter, c'est pas une maladie que de dire qui je suis, d'où je viens. Les hommes et les émotions, c'est un sujet. Hein. Ah oui. C'est un sujet. Moi, je sais que, tu vois, souvent. Alors que c'est sexy un homme qui pleure. Il faudrait vraiment qu'on se le dise. Ouais, mais même, tu vois, alors bien et sûr, beau, pleurer devant ses enfants, c'est important. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de. Tu vois, je discutais avec un papa l'autre jour, un gars qui faisait des travaux chez moi et qui me parlait des problèmes de colère de son fils et tout, qui avait du mal avec la tristesse et tout. Et je lui posais une seule question, je lui dis, ok, quand est-ce que tu es en colère devant lui ou que tu pleures devant lui ? Ah non, mais je lui ai dit qu'il pouvait gérer ses émotions. Non, mais d'accord. Et tu lui as lu tous les livres qui existent et tout, il a sa jolie boîte à histoire sur les émotions, c'est génial. Mais toi, quand est-ce qu'il t'a vu faire ? Ah, mais en plus, on a eu un décès il y a pas longtemps, j'ai beaucoup pleuré. Mais il t'a vu pleurer ? Non, mais laisse-le voir. Ah ouais. Montre-lui, en fait. Et c'est ça qui manque, tu vois. Bien sûr. C'est, moi, quand j'ai perdu mon papa il y a pas longtemps, j'ai emmené mon fils. Ma mère était... Je disais, mais il faut pas l'emmener. Je dis, mais bien sûr que si. Ça va dépendre des âges et des enfants, quand même. Ouais, là, pour le coup, je lui ai demandé. Il m'a dit, oui, je veux voir papy. Je dis, ok. Il l'a pas vu. Mais il était là et il a vu tout le monde pleurer et il a compris que... Il a compris qu'il se passait quelque chose, oui, bien sûr. Et pour moi, c'était hyper important parce que moi, je me rappelle de décès que j'ai pas conscientisé parce qu'on m'y a pas emmené. Et tu sors de l'école, tu dis quoi ? Papy, c'est improbable. Et moi, j'étais vraiment fâchée de ça parce qu'il y avait un truc de on m'a pas respecté. En fait, je suis pas inclus dans cette famille, quoi. Alors qu'en fait, ce que veulent faire les parents, c'est te protéger. Évidemment, c'est pas du tout méchant. Mais ça crée ça. J'ai 2 questions signatures à la fin de l'épisode. Vas-y. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Hein. Je suis sûre que tu as les réponses, surtout toi. Est-ce que tu as des tips anti-charge mentale ? Ou un seul qui vraiment que vous utilisez avec ta femme et vous dites « Waouh, ça c'est génial ». J'en ai plusieurs. La première chose que je recommande, c'est aux mecs, faites. Même si ça peut entraîner des désaccords de vision, des trucs, faites en fait. Faut faire. Faut arrêter d'attendre, il faut faire. Le deuxième truc, c'est faites une liste. Une vraie liste, sans oublier la fréquence. Parce que oui, dire je m'occupe du linge quand tu fais une machine tous les 6 mois, c'est pas s'occuper du linge. Oui, dire oui, mais moi je passe la tondeuse. Sauf qu'en fait, la tondeuse, c'est, je sais pas, 30 occurrences par an, c'est pas par rapport à d'autres charges, c'est très différent. Donc, il faut vraiment faire une liste complète de ce qu'il y a, de ce à quoi il faut penser. Donc voilà, bien comprendre que c'est pas parce que tu changes des couches que t'es un héros. Et surtout, si tu changes des couches sans savoir où tu les achètes, combien il y en a en stock, etc., c'est que tu fais pas le taf. T'es juste un exécutant. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est la clé de la charge mentale. Parce que c'est une charge mentale de devoir expliquer où c'est, lesquels prendre, etc. Ouais, c'est très intéressant. Donc il faut, encore une fois, si tu as le sujet de la compétence, il faut maîtriser toute la chaîne logistique de la survie de l'enfant. Exactement. Mais c'est tout. Hein, et du couple, en fait, moi, la question que je peux amener notamment les pères à se poser, c'est si demain ta femme disparaît, ce que je ne souhaite pas à personne, demain ta femme disparaît, est-ce que tu es capable ? Voilà. Elle est plus là, est-ce que tu es capable ? Posez-vous cette question. Et vous verrez si vous êtes à la hauteur. Pour beaucoup, j'ai la réponse. Et dernière question, pour toi, c'est quoi une famille heureuse ? Alors pour moi, une famille heureuse, c'est une famille où, quoi qu'il arrive,
quoi qu'on dise, quoi qu'on ressente, quoi qu'on fasse, on sait qu'on va être aimé. Même si on se trompe, même si on fait quelque chose que nos parents ne valident pas, c'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas valider des choix que nos enfants vont faire, Bien sûr. mais on sait qu'on va être aimé, c'est-à-dire que l'amour n'est pas remis en question. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et je pense qu'une famille heureuse, c'est aussi une famille qui cherche pas forcément à l'être, mais juste qui vit ensemble avec ce jus de l'amour présent. C'est trop beau, j'adore. Mais si, je trouve ça beau. Putain, les hommes sensibles, ils sont tellement plus intelligents. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi. J'étais trop contente que tu viennes. Tous mes potes aussi. Sache-le. Ma mère J'espère aussi. que ça leur plaira, du coup. Mais je suis sûre que ça va leur plaire. Chers auditeurs, à bientôt. Mais avant de vous dire au revoir, je vous dirai, et Cédric le dit dans son podcast, c'est sûr, allez vous abonner, liker, laisser des commentaires, 5 étoiles évidemment, non ? Le mieux, tout à fait, n'hésitez pas. Laissez des commentaires gentils, ou alors des commentaires d'incompréhension, voilà, on discutera avec vous avec joie. On vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode, et encore une fois, 1000 merci à Papatriarcat, que vous pouvez aller suivre sur ses réseaux sociaux. Il publie 250 réels par jour. Vous serez contentés. Non, il publie beaucoup de contenu, et du contenu toujours très léché, très intéressant. Il travaille beaucoup et ça fait plaisir. Et bien sûr, vous allez écouter son podcast. Voilà, c'est tout ce que c'est en ordre en fait. Je vous rappelle que ce podcast est un podcast produit par Wikaza qui vous aide dans toutes les strates de votre vie pour vous en sortir, parce qu'on parlait de charge mentale justement avec Cédric. C'est une bonne stratégie de charge mentale aussi. Ah bah oui, c'est génial. Le ménage, la beauté et les massages. Tu te fais masser toi, Cédric ? Oui. Et voilà. Et on termine l'épisode sur la vidéo d'un massage de Cédric. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.